cette soirée consacrée au football. C'est à vous de jouer maintenant. La ligne est ouverte au 39 21. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, de dialogue, d'échange et de partage. Sonia et Paul sont impatients de vous accueillir au 39 21. C'est Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également m'envoyer vos messages par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous avez un souci. Je crois que vous avez été exclu de votre lycée, c'est ça? Non, mon collège. De votre collège, pardon. Oui, vous avez 15 ans. Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça date de 3 semaines, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit souci avec une fille Oui. qui avait mal parlé de ma mère, quoi. Et du coup, je l'ai poussée. Et elle a eu une côte fêlée à moitié. Et ses parents ont porté plainte. Oui. Et le directeur, il était dans l'obligation de faire un conseil de discipline, quoi. Et vu qu'il y avait déjà des profs qui m'avaient un petit peu sous la dent, quoi, et j'ai été viré. D'accord, oui, c'est pas une simple mise à pied, c'est vraiment, vous êtes viré du collège. Oui, c'est ça. Et vous dites qu'il y avait eu des précédents? Il y avait déjà eu des problèmes comme ça? Vous aviez déjà eu un peu ce type de problème au collège? Oui. Parce que sur ce nouveau collège, Oui. dans le nouveau collège, j'étais dans un autre collège avant où j'avais tous mes potes et tout, sauf que j'ai été obligée de quitter ce collège parce que j'ai déménagé. D'accord. Parce que ma mère elle a accouché, du coup il a fallu avoir une nouvelle maison. Et quand je suis arrivée dans ce collège-là, déjà ça m'a fait un choc parce que en une seule année, j'ai dû changer de collège, j'ai dû changer de lieu où j'habitais, j'avais toutes mes habitudes. Et une fois que je suis arrivée dans ce collège, il y a tout le monde qui était exécrable avec moi, quoi. Je sais pas ce qu'ils avaient. Ils s'en sont pris à vous. Vous êtes arrivé en cours d'année dans le collège? Non, je suis arrivée en début d'année. D'accord. Et tout le monde un peu s'en est pris à vous? C'est là qu'il y a eu du harcèlement un peu sur vous? Oui, vous savez, moi je suis en surpoids et tout. Il y en avait qui me disaient, et je suis en surpoids, en plus je suis asthmatique. Du coup, ça faisait que quand je faisais du sport, j'étais beaucoup essoufflé. Mais oui, essoufflé, bien sûr, oui. Il y en avait qui se foutaient de moi un petit peu. Et donc cette fille, elle en faisait partie du groupe là? Non, elle était même pas dans ma classe, cette fille-là. Elle n'était pas dans ma classe. Et il y en avait qui me disaient, oh, t'es tellement gros, t'as de la graisse qui serait dans ton pantalon. Vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Et moi, je suis quelqu'un de très calme. Et ça s'est passé comme ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai supporté. Et après, au bout d'un moment, j'ai explosé. Et j'ai commencé à tout comme une agression. En gros, même quand il y avait des gens qui me parlaient, même quand c'était plus une agression, je me sentais agressée à tout moment, quoi. Oui, finalement, ça devenait pénible d'aller même au collège, j'imagine. C'est d'ailleurs, Sonia et Paul m'ont dit que c'est comme ça que vous aviez découvert l'émission, parce que vous couchiez, vous endormiez très tard, vous écoutiez la radio, et vous êtes tombé sur l'émission un soir comme ça. Oui, c'est comme ça que j'ai découvert l'émission. Mais et oui. Je suis arrivé à un point où je dormais à 3 heures du matin et pourtant je devais me lever à 6 heures pour aller prendre le pain. Je me suis retrouvé à un point où je pleurais le matin. Quand je suis un grand gaillard, j'ai 15 ans, je suis en 3e, vous voyez. Je pleurais le matin quand j'étais à l'arrêt de car parce que je ne voulais pas aller dans ce collège. Je me disais que si ça continue comme ça, je finis par commettre quelque chose que j'allais regretter. Et personne ne s'en est rendu compte dans le collège? Il n'y a pas eu des professeurs ou le CPE qui se rendaient compte que vous aviez du mal à vous intégrer, que... Il y a mon prof principal, qui m'a beaucoup aidé dans ce collège. Il y a aussi le directeur qui me disait à chaque fois, si tu as des problèmes, n'hésite pas à venir me voir ou à aller voir la CPE. Sauf que au bout d'un moment, quand on va voir quelqu'un 7-6 fois par semaine, par jour, 7-6 fois par jour, au bout d'un moment, la personne en a ras-le-bol, quoi.
Oui, et puis ça ne règle pas les problèmes derrière. C'est-à-dire que là, il aurait fallu mettre en place quelque chose d'autre. Vous me parlez souvent, les insultes que vous subissiez, c'était beaucoup lié à votre poids. Vous me dites que vous êtes en surpoids. Oui, aussi à ma couleur de peau. Vous êtes d'origine camerounaise. Je suis originaire du Cameroun, en fait. D'accord. Vous êtes arrivé quand en France? Ça fait 3 ans que je suis en France, en fait. Et oui. c'était très difficile l'adaptation parce que je suis arrivée presque en été, quoi, et j'avais super froid, il y avait ma famille qui me manquait et tout. J'ai eu la chance, je suis allée dans un collège qui me plaisait bien, c'était à Plémé, j'étais en internat et j'ai dû changer de collège du coup. Oui. Qu'est-ce qui fait que votre famille est venue comme ça? Parce que pour vous, ça a dû être un choc à 12 ans d'arriver, de quitter vos amis du Cameroun. Oui, et c'est que ma mère, elle était déjà là. Elle était déjà là depuis 5 ans et elle vient la rejoindre. D'accord. Donc vous êtes venu rejoindre votre mère, et vous avez vous me parlez d'un bébé là qui est né. Vous avez eu un petit frère ou une petite sœur, c'est ça? Une petite sœur, d'accord. Et vous avez d'autres frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur jumelle et une autre petite sœur. D'accord. Il y a que des filles dans la famille alors, à part vous? Que des filles. Vous êtes le seul garçon? Oui, je suis le seul garçon. Et avec votre sœur jumelle et vos autres sœurs, elles sont scolarisées dans le même collège? En fait, moi j'ai fait 3 collèges en 3 ans en fait. Le premier collège où je suis allé, oui, le premier collège où je suis allé, ça n'allait pas parce que le premier collège où je suis allé, où ma sœur elle y est toujours, ça n'allait pas parce que il y avait des gens, au début quand nous sommes arrivés, il y avait des gens qui avaient des propos racistes envers ma sœur jumelle, vous voyez. Et moi, je suis très protecteur envers ma sœur jumelle. Oui. Du coup, ça faisait que quand ma sœur, elle me disait, par exemple, il y avait un jeune homme qui lui avait dit, j'ai le droit de te gifler parce que tu es noir et moi, je suis blanc. Et le truc, il a tourné 2 fois dans ma tête. Je suis allé prendre le mec, je l'ai plaqué contre le mur, quoi, parce que moi, je supporte pas qu'on touche à ma sœur. Limite, on peut s'attaquer à moi, mais pas à ma sœur jumelle, vous voyez. Oui. Mais vous êtes arrivé dans une ville où il y avait peu, finalement, il y a peu de mélange, il y avait peu de jeunes comme vous, de jeunes noirs, de couleur de peau, enfin, parce que vous avez l'air surpris d'avoir des personnes comme vous. Vous êtes dans une ville, dans un petit village, vous vous trouvez où? Sans dire la ville, hein, mais. Oui, ma mère, elle a fait exprès de se mettre dans un petit village. Oui. Parce que elle voulait pas que, vu que moi je suis hyperactif, et elle voulait pas que j'aille pour les enfants qui sont pas bien, quoi. Et en plus dans ce collège où je me suis fait virer récemment, les gars du collège n'ont pas du tout accroché avec moi parce que au départ quand je suis arrivé, il y en a qui m'ont proposé de dealer de la drogue et tout, et moi j'ai pas accepté, vous voyez. J'ai dit que je touchais pas à ces affaires. Et du coup, ils ont un peu mal pris. Du coup, ils ont commencé à me mettre la misère, quoi. D'accord. Et ça, vous n'en avez parlé à personne? J'en avais parlé avec j'en ai jamais parlé avec ma mère, parce que je connais ma mère. Je sais que si j'en aurais parlé avec ma mère, ça serait devenu une affaire d'État, quoi. Ouais. Mais là, de toute façon, par rapport, puisqu'il y a eu un conseil de discipline, vous avez été exclu, mais en France, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, il va falloir qu'on vous trouve un autre collège. Il y a quelque chose qui doit être en cours en ce moment. Vous ne pouvez pas rester sans être scolarisé. Oui, il y a la mission politique qui est en train de me chercher un collège. Là, aujourd'hui, mon ex-directeur, il était chez moi pour récupérer les livres. Et il m'a dit qu'il voulait voir, il avait appelé la mission pour savoir s'il pouvait retenir dans mon ancien collège. Parce qu'il y a également un internat là-bas. Et l'internat, c'est là, quand ça se passait bien dans le collège où vous étiez, que vous aviez des amis, vous étiez en internat et là, ça se passait bien. Oui. Mais c'est pas possible, c'est très éloigné vous me dites que votre maman a déménagé suite à la naissance de votre petite sœur, mais c'est très éloigné de votre ancien collège? Vous êtes loin de cet ancien collège? C'est à 1 heure de route, quoi.
De toute façon, et finalement, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de m'appeler ce soir? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? C'est de vous retrouver sans... Ce qui me préoccupe, c'est que moi, cette année, je suis en troisième, du coup, je dois passer le brevet. Ça m'inquiète un peu de pas avoir de collège. Alors, je voulais savoir s'il y a des directeurs qui écoutent ou quoi, si on pouvait me donner, parce que parce que moi, à mon avis, ça bouge pas trop, hein. Et je suis quand même en troisième, je dois passer le brevet. Je veux savoir si ça avait dans les Côtes d'Armor, ça avait des collèges ou quoi qui pouvaient... C'est bien, en même temps, ça vous montrez que vous êtes motivé, vous avez envie. Mais d'autant plus motivé que vous disiez à Paul, je crois, hors antenne, que ça vous ennuyait de vous retrouver dans cette situation d'être exclu parce que vous n'en avez pas rien à faire de l'école et de l'enseignement. Au contraire, vous avez des projets ambitieux. Vous avez envie de devenir architecte. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ce que... Oui. Bon, donc effectivement, il va falloir travailler là à l'école. Ah oui, et c'est barré. La ligne est mauvaise. Oh là là, je vous entends mal, Serge. La ligne, on vous l'a dit, mais la ligne téléphonique est très très mauvaise. Il y a plein de coupures. C'est pas tant le travail qui pose problème, c'est les relations avec les autres. C'est ça, c'est là où vous avez été un peu le bouc émissaire d'un groupe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, en fait, j'ai été le bout. Oui, j'étais... Il y a quelqu'un qui est réveillé, là, qui s'inquiète de votre appel, c'est ça? Vous parlez à quelqu'un, là? Oui, c'était ma sœur jumelle. D'accord. Vous lui raconterez après, alors? Oui, j'étais le bouc émissaire. En fait, c'est comme ça. En plus, je savais dans un collège... Oui, j'avais vu des gars qui n'avaient pas confiance en eux et tout. Du coup, ça fait qu'ils avaient un petit peu eu peur de moi, quoi. Et c'est tout le manque de maturité. Alors, il paraît que vous avez aussi un éducateur qui s'occupe de vous. Une éducatrice. Une éducatrice, oui. C'est une éducatrice, d'accord. Et qui, comment elle est arrivée dans votre vie, cette éducatrice? Qui a décidé qu'il y ait une éducatrice qui s'occupe un peu de vous? En fait, on avait un projet d'avoir une éducatrice depuis que je m'étais fait virer de mon premier collège. Et parce que je suis hyperactif et du coup, il y avait besoin de quelqu'un pour me canaliser parce que maman, elle n'arrivait pas à le faire parce que elle a 4 enfants et il y avait pas que moi, quoi. Du coup, il y avait besoin de quelqu'un d'autre pour la soutenir et tout. Il n'y a pas d'homme à la maison? Enfin, il n'y a pas de... Non. Votre maman, elle est seule avec vous? C'est ça? Oui. Mais il y a quelqu'un là, vous êtes un peu perturbé, vous pouvez plus parler parce qu'il y a votre sœur, c'est ça, qui vient de rentrer? Je vous sens un peu loin là. Non, c'est ma sœur, c'est rien. Donc vous êtes seule avec votre maman? Elle n'est pas avec le compagnon, avec le père du bébé? Si, mais il vit pas à la maison. Bon. Cette éducatrice, elle est au courant de votre situation. Elle aussi, elle va certainement proposer quelque chose. Elle doit travailler avec l'inspection d'académie pour que vous trouviez... Vous inquiétez pas, on va vous trouver un nouveau collège. Le problème, c'est plus peut-être vous par rapport à cette hyperactivité, par rapport à ce problème de surpoids d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait... vous avez pris du poids... vous avez toujours été en surpoids ou c'est depuis quelques années? Non, c'est depuis quelques années. Depuis que vous êtes arrivé en France? Ou avant déjà? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans? Oui. Et parce que c'est compliqué finalement pour vous? C'est ça, depuis que vous êtes arrivé, c'est compliqué de tous ces changements? Serge, vous pouvez continuer à parler ou je vous sens... Ça me paraît un peu compliqué là aussi. J'ai l'impression que vous ne pouvez plus parler comme... Depuis que je suis arrivé, en fait, c'est compliqué parce que quand je suis arrivé, je mangeais un peu n'importe quoi. J'allais au McDo, au Quick et tout ça. Oui, vous étiez... En fait, ça fait qu'en 3 ans, j'ai pris 50 kilos, quoi. Oui, c'est beaucoup, ça, hein. Si en plus vous êtes asthmatique, ça va pas, ça. Oui. Ça n'aide pas. En fait, aujourd'hui, on est en train de voir parce qu'il y a un centre à Roscoff. Oui. Alors, c'est à Roscoff, c'est un centre en fait où on peut faire on peut perdre du poids, quoi, et faire des études en parallèle, vous voyez.
Ça serait bien, ça. Et pour les, donc, c'est Oui, pour oui. des jeunes gens de votre âge aussi, qui sont Oui, au oui, c'est pour les surpoids. jeunes hommes de mon âge, ouais. Ça Ouais. serait formidable. Et quand Et vous dites on est en train de voir, c'est avec votre éducatrice? avec mon éducatrice, avec les médecins, avec mon ancien directeur, ils sont en train de travailler dessus. Bon, c'est bien, on sent qu'il y a autour de vous des personnes qui ont envie de vous aider. Oui. Hein, de faire en sorte que vous puissiez reprendre votre scolarité, aller mieux et Oui. être peut-être un Bon. peu soutenu parce que si vous allez dans ce centre, vous aurez un suivi avec un médecin, nutritionniste, il y aura toute une équipe autour de vous, il y aura certainement des psychologues aussi. Parce qu'on sent, ça pourrait vous faire du bien de parler. On vous a jamais proposé de suivi psychologique? Si, comment dire, j'étais censée aller voir un psy Oui. et, et du coup, c'est entre, comment dire, ma mère, elle a pris rendez-vous quand je me suis fait virer là. D'accord. Elle a pris rendez-vous avec un psy. Oui, oui, quand je me suis fait virer. Et vous ne l'avez Du pas coup, on a encore vu. rendez-vous. Non, du coup, on a rendez-vous le 30. D'accord, le 30 mars. Oui, Bon, bah c'est bientôt alors. C'est bientôt. oui, c'est Et bientôt. vous inquiétez pas, on va trouver quelque chose pour vous. Et de façon aussi, comme vous le dites, un peu à canaliser toute cette hyperactivité dont vous parlez. Vous étiez comme ça au Cameroun déjà? Ou il y avait comme ça beaucoup d'énergie, vous aviez du mal à J'ai tenir en j'ai- place? j'ai toujours été comme ça en fait, sauf que au Cameroun, j'avais un moyen de d'évacuer toute l'énergie que j'avais en moi. Alors comment? Ici, je suis dans un petit village, je peux rien faire. Même si j'ai un ballon de foot avec qui j'aurais personne, en fait, il n'y a aucun moyen d'évacuer toute l'énergie que j'ai, quoi. Elle reste en moi, du coup, ça fait que je suis frustré. Oui, et ça éclate à certains moments sous forme de violence Oui, c'est finalement. que. Hein, c'est ça, vous contrôlez mal un peu. C'est Oui, même pas tant de la violence, c'est une impulsivité. Vous êtes très impulsif. oui, je suis impulsif, du coup. Vous êtes Oui, impulsif, mais malgré tout, je trouve que pour un jeune homme de 15 ans, vous êtes tout jeune, vous vous exprimez très très bien. Je trouve que vous arrivez merci. bien à parler de vous, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous. Et c'est pas si facile. Surtout pour des jeunes garçons, je trouve. Donc, et d'ailleurs, vous voyez, je suis pas la seule parce que je reçois beaucoup de messages pour vous, Serge. J'en reçois là un qui vient de tomber sur mon écran qui dit je suis épatée par la motivation de ce jeune. Et puis il y a aussi quelqu'un qui dit je suis franchement bluffé par ce petit jeune qui franchement ne mérite pas d'être exclu. Il y a Françoise qui dit ce jeune homme est formidable, d'oser appeler déjà. Et il dit il mérite vraiment d'être aidé. Vous Oh, voyez, merci. il y a plein de réactions. Et alors, il y a Christine qui dit, il faudrait contacter le service scolarité de l'inspection académique du département. Mais heureusement, on s'aperçoit en parlant avec vous qu'il y a déjà c'est mis en place. Il y a l'inspection d'académie qui s'occupe de vous trouver un nouveau collège. Il y a votre éducatrice. Il y a l'ancien directeur de l'établissement qui apparemment vous trouvez aussi très attachant Oui, et qui travaille oui. avec eux pour vous trouver quelque chose. Et là, il est envisagé, ça serait bien, ce centre à Roscoff, où vous pourriez être pris en charge pour ce problème de surpoids, Le surpoids. et en même temps pouvoir suivre votre scolarité parce que vous avez des grands projets. C'est pas rien de vouloir devenir architecte, de bâtir. Vous Oui. avez ça depuis tout petit? Vous avez ce projet en tête depuis tout petit? Non, j'ai ce projet en tête depuis que je suis arrivé en France. En fait, c'était quand j'étais en cinquième, on a eu un devoir en fait. Il Oui. fallait imaginer le meilleur plan pour une maison. Oui. Et en fait, c'était en fait un concours dans le collège et c'est moi qui l'ai gagné. Et je me suis Ah dit oui. pourquoi pas ce truc, en plus ça me plaisait bien. Oui. Oui. Je me suis dit pourquoi pas. Bon. C'est formidable d'avoir une passion comme ça. Ouais. Et dites-moi, vous me disiez que, en parlant de votre hyperactivité, au Cameroun, vous aviez un moyen de Oui. décharger votre énergie. C'était quoi alors? Ça passait... C'était en fait au Cameroun déjà nous sommes dans une grande famille et moi j'avais mes cousins avec moi du coup Oui. on faisait beaucoup d'activités sportives, on allait à la piscine, on faisait du foot, Ah on oui. faisait beaucoup
Oui. Et Vous vous dépensiez beaucoup. Oui. Oui, on a de la chance parce que c'est pas tous les enfants d'Afrique qui ont ça. Je suis conscient de la chance que j'ai parce que nous, on avait les moyens de le faire, vous voyez, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont le moyen de le faire. Du coup, nous, on avait un moyen d'évacuer tout ça, quoi. Moi, j'avais moyen d'évacuer toute l'énergie que j'avais en moi et j'étais bien. Et je me suis jamais fait virer d'un collège avant d'arriver en France. Ce qui m'énerve le plus, c'est que il n'y a personne qui arrive à me comprendre, quoi. Ça fait 3 ans que je suis en France, je viens de me faire virer. Ça fait le 3e collège que je fais, je viens de me faire virer du 3e collège. Au bout d'un moment, je me dis, j'irai nulle part, quoi. Oui, que vous avez votre place nulle part. C'est pas tout à fait exact, puisque vous me dites que dans l'avant-dernier collège, là, ça se passait très bien. Vous vous étiez fait des amis. Oui, je m'étais fait des amis et tout. Mais vous avez dû déménager, vous vous êtes pas fait virer, là. C'est parce que vous me dites que vous avez dû déménager parce que votre maman attendait un bébé, il fallait un logement plus grand. Oui, c'est ça. Donc, voyez que ça s'était bien passé à ce moment-là pour vous. C'est juste que là, malheureusement, il y a eu ce problème où on vous a parlé, quelqu'un voulait vous mettre dans un circuit avec des problèmes de drogue et autres. Vous avez refusé et du coup, ça s'est retourné contre vous aussi. Vous êtes un peu devenu le bouc émissaire, mais ça serait important via votre éducatrice, parce que à votre éducatrice, vous pouvez en parler, parce que ça serait quand même important aussi qu'au niveau de ce collège, le proviseur sache ce qui s'est passé. Et qu'il y a des problèmes. Je lui ai dit aujourd'hui. Parce que quand je suis dans ce collège, je ne pouvais pas trop en parler parce que je ne savais pas les gens qui avaient derrière ce jeune homme. Parce que c'est compliqué. Si je dis ça, et je vais avoir des problèmes après. Alors je me suis dit aujourd'hui, vu que je suis exclu, j'ai plus rien à perdre de toute façon. Alors je l'ai dit au collège, j'ai donné le nom de la personne qui me l'a proposé. Il m'a dit qu'elle allait s'en charger parce que moi, c'est important. C'est important parce que c'est jamais agréable d'être dans cette position de dénoncer, de balancer quelqu'un, mais en même temps, ça peut créer d'autres problèmes, et y compris à l'intérieur du collège. Et puis même pour ce garçon qui vous a proposé ça, il vaut mieux lui aussi mettre en place quelque chose avant que ça dégénère pour lui et qu'il aille au-devant de gros ennuis. Parce qu'il peut commencer comme ça à faire des petits trafics et puis se retrouver dans des trucs beaucoup plus importants et qui peuvent s'avérer dangereux. Vous voyez, moi j'ai pas de problème avec le fait que je suis une balance, vous voyez. Moi si je suis une balance, est-ce que c'est pour la bonne cause? Parce que là, je ne pouvais pas se porter parce qu'ils vendaient ces saletés à des enfants qui étaient en 5e. Vous vous rendez compte, un enfant qui est en 5e qui fume du cannabis, c'est pas possible, quoi. Moi, ça me faisait de la peine, on va de le voir vendre des affaires. Alors je me suis dit, vu que je suis viré maintenant, moi ça me dérange plus, je peux le dénoncer, quoi. Mais en même temps, c'est pas parce que vous avez été viré que vous n'avez plus rien à perdre en général, puisqu'il faut penser à ces projets-là et garder le moral et vous dire qu'on va vous trouver un centre où vous allez aussi vous sentir mieux et faire votre place. Et finalement, c'est ce que dit. Enfin, j'ai encore quelques messages pour vous. Il y a Sabine qui dit: on vous sent quand même très responsable et certainement que la détermination qu'on sent chez vous vous aidera à aller loin. Il y a Julien qui dit: pourquoi vous n'essayeriez pas à ce moment-là de courir un peu pour vous défouler, reprendre un peu d'activité physique, même si vous n'avez plus vos cousins. C'est vrai que ça c'était une bonne motivation, mais au moins de faire quelque chose avec eux. Déjà depuis que je suis au collège, chaque année je m'inscris à l'UNSS. Quand j'étais dans mon avant-dernier collège, je me sentais bien. Je me suis inscrit à toutes les activités. Je faisais du kayak, du foot, du tennis. Je faisais tous les sports qu'on faisait. Oui, c'est bien. Et là, à ce moment-là, malgré ce problème d'asthme, vous pouviez faire du sport? Je pouvais faire du sport. Parce que ça s'est accentué, ce problème d'asthme, avec votre surpoids, évidemment. Oui, bon. Mais vous inquiétez pas. Oui, mais à un moment, on va s'occuper de vous avec un bon suivi médical, un suivi psychologique, un éducateur. Vous allez voir que vous allez arriver à canaliser un peu cette énergie. Cette énergie, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir beaucoup d'énergie parce que à un moment, elle peut se retourner contre vous. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Mais vous allez voir qu'en étant un peu entouré, un peu soutenu, vous allez pouvoir faire de grandes choses.
C'est encore quelques messages pour vous. Il y a Josette qui dit ce jeune homme est touchant et très mûr pour ses 15 ans, bien encadré, bien recadré. On sent il pourra déployer ses qualités. Et puis il y a Marie-Josée aussi qui vous souhaite bonne chance parce qu'il dit quelle maturité et vous vous exprimez vraiment très bien. Marie-Josée qui doute pas non plus que vous irez loin. Il y a Valie aussi qui dit bravo en étant si jeune d'être conscient de vos soucis. C'est temporaire, les difficultés que vous rencontrez. Ne relâchez pas vos efforts et votre ambition. Et puis il y a Sergio qui dit le Cameroun, les lions indomptables. Sergio, c'est un fan de. Donc c'est pour ça il y a toute cette énergie. Il dit difficile à dompter le roi des animaux, mais il dit courage, Serge, accroche-toi et tout ira bien. Donc c'est aussi quelqu'un qui dit votre appel montre votre maturité, mettez-le en avant pour vous imposer intellectuellement et non pas seulement physiquement. Dit vous allez voir, il y a aussi vous allez pouvoir parler de votre pays d'origine, partager votre expérience et vous avez vu qu'il y a un collège où ça s'est bien passé. Donc il faut pas vous décourager là surtout. Et surtout ne vous inquiétez pas. On va trouver un autre centre et vous allez pouvoir reprendre vos études parce que je vous dis, de toute façon, jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. Et en plus, vous avez envie d'étudier. Donc ça, c'est le meilleur des atouts, vraiment. Donc rassurez-vous et j'espère pour vous que vous pourrez être admis dans ce centre-là, Roscoff. C'est une belle région en plus. Vous pourrez nous rappeler. En plus, c'est au bord de la mer. Oui. Vous êtes en Bretagne déjà ? Oui, je suis en Bretagne. Vous êtes en Bretagne, mais dans les terres. Oui. D'accord. Bon, vous pourrez nous rappeler dans quelque temps alors pour nous donner de vos nouvelles. D'accord ? Pour nous dire comment ça va. Hein ? Oui. Accrochez-vous, vous allez voir, vous allez reprendre le cours de votre chemin. Je m'inquiète pas pour vous. Et puis tous les auditeurs, vraiment, vous envoient plein de souhaits, de bonnes chances. D'accord ? Oui, merci. Au revoir Serge, je vous embrasse. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Monica se demande si Serge est le plus jeune auditeur qui ait jamais appelé la libre antenne. Eh bien non, Serge a 15 ans, mais on a eu un jeune homme qui avait 13 ans et qui déjà conseillait beaucoup. Il est ennuyeux parce qu'il conseillait beaucoup ses copains sur les histoires de cœur, d'amour. Et en fait, il avait jamais osé leur dire que lui n'était jamais tombé amoureux d'une fille et avait jamais eu de relation. Donc, voilà. Donc non, on a eu un jeune garçon de 13 ans. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez exceptionnel, hein, évidemment. Bonsoir Nadia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi, je n'ai pas 13 ans. Hein. Mais oui, mais ça, vous savez, je le disais, c'est plus rare d'avoir des très jeunes. Mais d'ailleurs, Serge, c'était intéressant parce qu'il disait qu'à un moment, il avait tellement pas envie d'aller au collège, c'était devenu tellement infernal qu'il s'endormait. Il nous le disait de plus en plus tard. Et c'est comme ça, en naviguant un peu sur les ondes, qu'il avait découvert l'émission. D'ailleurs, à ce propos, si vous permettez, je reçois encore un message de la Cravate Rouge qui dit si Serge écoute encore, et puisque c'est un couche-tard, ça serait bien qu'il donne de ses nouvelles. C'est vrai, on aimerait bien savoir ce qu'il devient, ce jeune homme. Mais maintenant, c'est à vous, ma chère Nadia. Ok, merci Caroline de me donner l'occasion de m'exprimer. Ouais, je vous en prie. Même si c'est pas toujours évident de parler de soi à l'antenne. Non. Non, c'est vrai. Quand on n'est pas tout jeune, donc c'est d'autant plus difficile, je pense. Oh, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Mais vous voulez me parler un peu de votre famille, des liens que vous avez avec votre mère ? Oui, j'ai expliqué un peu la situation, sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est une accumulation de beaucoup de choses. Étant loin de ma famille depuis plusieurs années, que j'ai quitté la famille, donc le départ a été très très difficile quand même. Se reconstruire ailleurs était un véritable déchirement pour moi. Et il est vrai que la relation avec la famille... Vous avez changé de pays quand vous dites se reconstruire ailleurs, vous avez carrément changé ? Tout à fait. J'ai quitté mon pays, l'Algérie, il y a plus de 15 ans maintenant. D'accord. Et c'est vrai que je pense que j'ai jamais réussi à m'ancrer quelque part d'ailleurs. Mais vous êtes partie fâchée avec votre famille ? Je suis partie, disons, avec beaucoup de blessures déjà, qui n'ont pas été soignées. Et puis, de la colère aussi, oui.
Après colère. qui? Après, il y a eu des événements douloureux dans ma vie. Et puis, n'adhérant pas aussi au code d'une société à laquelle je voulais échapper aussi. Donc, il y avait tout ça qui a fait qu'il fallait que je parte en pensant oublier ce passé et pouvoir aussi me détacher de toutes les contraintes de la société qui pouvaient peser pour moi en tant que femme. Voilà. C'est courageux en même temps de votre part. Ça témoigne quand même d'une sacrée personnalité de pouvoir se détacher comme vous l'avez fait, même si c'est pas sans douleur, hein, mais il faut pouvoir le faire. Justement, les gens qui me connaissent, Caroline, me reconnaissent cette faculté d'un très très grand courage, parce que j'ai dû renoncer à tout, à une famille qui était à la fois sécurisante mais étouffante, à une sécurité matérielle, à un travail, j'ai fait des études supérieures brillantes, à tout et partir pour, j'ai l'habitude de dire, pour devenir majeure, parce que chez nous on est mineur à vie en tant que femme, et c'était un prix très très lourd à payer. Du coup, ce prix je le paye aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, parce que ça a altéré les liens avec la famille, voilà. Et aujourd'hui, depuis toujours, dans une énorme souffrance parce que je vis un abandon. Voilà. Vous vous sentez rejeté un peu par votre famille? Abandonné, je ne vais pas dire rejeté, parce que je peux repartir à n'importe quel moment. Là, je suis à la veille d'un départ, c'est pour ça que j'appelle, et je suis émotionnellement secouée. À l'idée de revenir chez vous, de revoir votre famille? J'ai l'habitude de repartir. Hein. D'accord, c'est pas en 15 ans, vous êtes déjà reparti. Ah oui, plusieurs fois. Sauf que les liens ne sont pas. J'ai pas réussi à retisser les liens. Quand je rentre là-bas, je suis présente, mais loin des yeux, loin du cœur. Donc dès que je m'absente, dès que je pars, pas de nouvelles, pas de téléphone, comme si je n'existais pas. Voilà. D'autant plus que j'ai une santé quand même très fragile, et avec cette santé fragile, j'ai pu faire un cheminement qui n'est pas banal. Et donc, entre blessures, colère et aussi peine, je ne sais plus aujourd'hui quel rapport je vais entretenir avec la famille, avec laquelle j'ai essayé d'entretenir de ma part les liens et les retisser, voilà. Quand vous dites votre famille, donc c'est votre mère et c'est des frères et sœurs, c'est qui finalement? En fait, c'est un concours de circonstances. Hein. Les absents ont toujours tort. On dit chacun vit sa petite vie. Tout le monde s'est construit donc à sa petite famille, donc je ne suis pas indispensable à leur vie. Moi, n'ayant pas construit ma vie, justement, je pense que je traîne beaucoup de choses qui ont fait aussi que je n'ai pas pu me réaliser dans ma vie de femme. Mais le plus grand problème, c'est la relation que j'ai avec ma mère. Voilà. J'ai jamais tissé de lien affectif. Donc, ma mère... elle a quel âge aujourd'hui? Elle va approcher les 80 ans. Elle est malade. J'ai eu l'information qu'aujourd'hui... elle est même plus, elle est dépendante. Elle est chez l'une de mes sœurs. De quoi souffre-t-elle? Alors voilà, donc il y a ce problème aussi. Moi, je souffre de la même maladie que ma mère, sauf que moi, je l'ai vécue toute ma vie et depuis mon enfance. Depuis mon enfance, que je traîne un diabète de la petite enfance, qui a provoqué beaucoup d'autres problèmes. Donc ma vie a été que des soins, des contrôles, des examens, des interventions très très lourds. Et j'étais seule à affronter tout ça. Ma mère souffre de la même maladie, mais à un âge plus avancé. Qu'elle a développé plus tard, oui, donc ça n'a pas les mêmes conséquences. Tout à fait, c'est pas les mêmes contextes. Elle est dit, j'ai fait grand-mère ou ma mère. Mais il y a eu toujours une sorte de comparaison, comment dirais-je, comme même la rivalité s'inscrit même dans le rapport à la maladie. Exactement. Ah oui. Ça, je l'ai très 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 mal vécu. Elle se rendait pas compte, mais ça me blessait profondément et s'apitoyer sur son sort. Donc moi, quand je rentre chez moi, j'ai besoin de retrouver une certaine
une certaine sérénité, un certain équilibre, une atmosphère paisible. Et ce n'est pas le cas. Parce qu'on me renvoie toujours à des choses que j'essaie de fuir, au fait. Oui. Voilà. Pour résumer, donc il y a... Vous payez cher le prix de votre émancipation. Absolument. Finalement. Absolument. On vous fait payer. C'est-à-dire que vous avez voulu aussi, c'était votre désir, vous y êtes parvenu à vous émanciper. Vous le dites très bien, à dire devenir majeur, décider de votre vie. Tout à fait. Ce qui malheureusement... Décider de ma vie, échapper à au poids d'une société où la femme a quand même... n'a pas toute sa place. Mais vous le dites, reste mineure, ne peut pas décider par elle-même. Elle dépend des hommes. Et non, et ma mère voulait que je sois à son image. Elle voulait que je ne me pose pas aux règles déjà instaurées depuis longtemps dans des sociétés avec une tradition patriarcale. Moi, j'ai refusé tout ça. Sauf qu'il y avait une fragilité de santé, donc la famille m'offrait la sécurité, mais ne m'offrait pas aussi cette liberté d'être moi-même. Voilà. Vous en parlez très bien, parce que je comprends votre douleur. On paie toujours quand on transgresse. Terriblement, Caroline. Parce qu'entre la femme que je suis, la femme intellect, j'ai un grand bagage intellectuel. Ça s'entend. Et qui a aussi beaucoup dérangé et qui a fait que je n'ai pas trouvé ma place. Il fallait que je parte. Mais en partant, j'ai perdu beaucoup de choses. Je n'existe plus au sein de ma famille. C'est-à-dire que vous remettez en question trop ces valeurs familiales. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous êtes dans la transgression, donc celui qui transgresse des valeurs familiales, on lui fait payer chèrement pour préserver ce pseudo-équilibre. Tout à fait. Parce que ce que vous ressentez, vous, et que je comprends très bien, cette solitude finalement, cette grande solitude, il y a un prix. Solitude. C'est pour ne pas dire isolement, d'autant plus que je vis dans une ville où je ne connais personne. J'ai eu des hospitalisations, j'avais personne à mes côtés, vraiment. Vous n'avez pas créé d'autres liens, justement, vous dites que vous n'avez pas vous n'avez pas construit, vous, une vie personnelle, de couple ou de famille, mais avez-vous pu quand même construire des liens affectifs? Alors, des liens affectifs au niveau amical, alors oui, ça fait plus de 15 ans que je suis là, mais il se trouve que les vrais amis vraiment intimes, avec qui je partage beaucoup, ils sont loin. Et on s'appelle donc tous les jours, pratiquement, heureusement d'ailleurs. C'est bien, c'est important. Là, vous avez des gens qui pensent à vous, qui se préoccupent de vous. Il y a un lien fort. Parce que voilà, ce que font mes amis, ma famille ne le fait pas, mes sœurs ne le font pas. Et quand vos sœurs sont restées en Algérie? Oui, mes sœurs, elles sont toutes mariées avec des enfants. Quand bien même elles sont instruites, mais on a un rapport aux choses très très différent. Voilà, donc moi j'ai pris des positions aussi pour tout ce qui est juste, pour l'égalité au sein de la famille, pour l'héritage, etc. Et voilà, et on m'en veut parce que j'ai un franc-parler, parce que j'aime pas l'hypocrisie et finalement... Parce que vous les bousculez. Finalement, exactement. Vous savez, la famille, du coup, se protège. Ça ne veut pas dire que vous n'existez plus à leurs yeux, même si vous le ressentez comme cela. Mais je le ressens comme ça. Oui, mais parce que vous perturbez, enfin, entre guillemets, par votre façon d'être, votre façon de vivre, ça les remettrait trop en question. Exactement, Caroline. C'est comme si je revoyais, c'est le mot que j'utilise, c'est revoir leur propre miroir, une image qui est là, qui vous renvoie à vos vérités, à vos paradoxes, à vos hypocrisies aussi, et ça, on ne veut pas l'entendre. Mais donc, vous savez, malheureusement, vous auriez pu appeler hier, mais c'est valable toute l'année. Vous parlez, vous avez des positions derrière. Hier, c'était la journée des droits des femmes, et on sent à quel point cette émancipation vous a coûté cher au sein de votre famille. J'ai intervenu hier, j'ai apporté aussi lors d'une conférence mon témoignage, et ça a secoué vraiment les gens qui étaient là. Parce que on gagne des choses, peut-être une liberté d'être, mais on souffre sur le plan affectif. On souffre terriblement. Oui, j'entends ça. Voilà.
de ne pas avoir ses proches, de ne pas avoir de coup de fil, de ne pas exister. Je sens que je n'existe pas. Mais quand vous allez les voir, Oui. puisque là vous avez prévu de le faire, quand vous êtes avec auprès de votre mère ou comment ça se passe avec eux? Alors, donc les premières années quand je repartais, j'allais chez mes sœurs. Parce que la proximité avec ma mère était très difficile, très difficile. À la fois dans l'environnement fragile qu'elle m'offrait, consciemment, hein, plus des problèmes de famille, des frères, etc. Donc je fuyais un peu chez mes sœurs. Mais c'était pas la solution, parce que la solution, elle aurait pu être de trouver carrément ma place au sein de cette maison familiale. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop, chez mes sœurs, ce n'est pas chez moi, je ne vais pas errer plus que ça. Et je voulais que mes sœurs me soutiennent. Voilà. Elles n'en l'ont pas fait. Et j'ai pris de la distance. Donc aujourd'hui, je ne vais plus chez elles. Donc repartir dans la maison familiale, aujourd'hui elle est presque vide. J'apprends que ma mère n'y vit plus parce qu'elle est plus, elle est dépendante. Oui, elle vit chez une de vos sœurs. Exactement. Maintenant, ce voyage, moi, je l'appréhende parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Comment voir ma mère entre colère de mère qui m'a abandonnée, cette fragilité dans laquelle qui est, la mienne, je ne peux pas associer à la sienne, et c'est un sentiment très, très, très lourd. Voilà. Oui, parce qu'on sent ce besoin ô combien légitime. Vous aimeriez pouvoir être reconnue, comprise au sein de votre famille. Comprise, aimée. Ma mère n'a jamais eu fait de geste affectif. Moi, j'ai 47 ans, oui, un bagage, ok, mais je reste la petite fille blessée intérieurement. Voilà. Mais votre mère, il y a quelque chose, on sent d'un conditionnement, d'un poids, d'une oppression. Elle-même est très, très prisonnière de tout un carcan. Tout à fait. Et vous avez fait tout un chemin, à la fois intellectuel, enfin émotionnel, qui vous a permis de vous délivrer de ces mécanismes-là. Votre mère, elle n'est pas en mesure de le faire. Il faudra qu'on en parle, on va continuer à se parler, hein, ne vous inquiétez pas Nadia. Dans quelques minutes, après le journal, on marque une pause. Merci beaucoup. D'accord, et je vous lirai aussi des réactions d'auditeurs qui arrivent pour vous. À tout de suite. Merci beaucoup, au revoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et nous allons retrouver Nadia qui est avec nous au 39 21. Vous êtes là, Nadia ? Oui, rebonsoir Caroline. Bonsoir. Vous savez, vous nous parliez avant le journal de votre sentiment d'extrême solitude lié à votre histoire, à votre parcours, puisque vous avez grandi en Algérie et vous êtes parti à un moment, vous avez voulu finalement vivre libre, exister, devenir majeur, hein, pour reprendre votre expression, et le prix à payer est douloureux puisque vous vous sentez au fond abandonné de votre famille qui a du mal à comprendre votre existence très différente évidemment de celle de votre mère, de vos sœurs qui sont restées là-bas. Et vous savez, votre témoignage suscite vraiment de très très nombreuses réactions qui me parviennent. Vous voulez que je vous en lise Oui, j'aimerais bien, oui, parce que avoir le regard des autres, ça peut aussi donner peut-être à réfléchir, oui.
Margaret dit je vous comprends parce que elle dit j'ai souvent entendu des gens qui parlaient comme vous et qui étaient devenus étrangers dans leur propre famille et ce qui crée un sentiment de très grande solitude. Sergio qui dit je vous écoute Nadia et j'ai envie de vous dire madame avec un grand M compte tenu de tout ce que vous nous dites et de ce parcours. Il y a Isa de Bretagne qui dit bravo pour votre courage. Ce soir vous savez vous existez pour nous toutes. C'est tellement important de nous rappeler la chance que nous avons de vivre libre. Monica dit l'Algérie sera le premier pays du monde qui verra sa révolution sociale menée par les femmes. Vous en êtes l'un des bâtisseurs et vous pouvez en être fier. Il y a d'autres femmes, je pense à la Tunisie, il y a tellement d'autres pays comme ça où elle a raison, Monica. La révolution véritablement passe beaucoup par les droits des femmes et on sait bien que là où on touche aux droits des femmes, c'est toutes les libertés au fond qui reculent. Hein. Il y a quelqu'un qui dit je pense que cette liberté en vaut la peine malgré tout, malgré cette souffrance. Quelqu'un qui dit il faudrait arriver à dépasser tout cela, c'est-à-dire cette colère, cette tristesse qui est en vous et on va y revenir. Il y a le valet de cœur qui dit vivre libre, c'est souvent vivre seul, mais quel plaisir de vous écouter ce soir et de vous entendre. Bambi qui dit votre témoignage me fait penser à celui de Fatia hier et à son parcours. Fatia qui nous parlait aussi qui devait repartir en Algérie bientôt et qui se sentait aussi, qui avait toujours eu une place à part dans sa famille, je ne sais pas si vous l'avez entendu hier, qui était la fille aînée et qui avait une relation très compliquée, très difficile avec sa mère. Il y a quelqu'un qui dit comme je vous comprends, j'ai 27 ans, j'ai tout fait pour être libre comme vous et j'ai bien la sensation qu'il faut être très solide et supporter le fait d'avoir une famille avec laquelle on ne partage pas les mêmes convictions. C'est signé Sarah. Qu'est-ce que ça vous fait de lire tous ces messages? Ça me touche profondément, surtout que, là, je témoigne anonymement parce que j'ai quand même un parcours aussi dans la créativité qui a été reconnu à l'échelle internationale, voilà, je le dis. Et il a fallu, je vais vous dire, Caroline, par rapport au courage, les gens qui me connaissent, je crois pas que, je ne sais pas d'où j'ai pu cette force intérieure. Je pense que c'est une mission qui m'a été donnée à braver tous les obstacles parce que quand en plus de cette solitude, à tout faire, à tout gérer toute seule, à se reconstruire dans un pays d'accueil, oui, mais c'est pas pour autant ailleurs c'est meilleur. Et avoir aussi une santé fragile et de pouvoir faire face avec tout ça, ça mérite vraiment un ouvrage pour raconter les détails. Donc, ces témoignages d'auditeurs me réchauffent le cœur et de leur dire, voilà, peut-être que ce soir, je me sens plus utile, plus apte d'aller peut-être plus loin et de me sentir moins seule surtout, parce que effectivement, c'est ce sentiment qui m'arrange de ne pas d'être en insécurité. Voilà, parce qu'il peut nous arriver quelque chose c'est ça dans l'anonymat. Il faut quand même prendre en compte là cette solitude que vous avez. Il y a un très grand décalage entre votre parcours, votre évolution, y compris sur le plan intellectuel et cette souffrance qu'on entend parce qu'effectivement vous restez, vous l'avez dit à un moment, cet enfant qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de reconnaissance, et ce décalage vous fait terriblement souffrir et ça, on sent que vous avez fait tout un travail sur vous-même, mais peut-être que le travail qui pourrait vous apporter un peu d'apaisement serait de parler vraiment de ça, de cette colère, de la regarder en face finalement,
Parce que l'intellect ne peut pas tout régler, si vous voulez. Non. Or, en fait, cette colère, cette tristesse, ce sentiment de solitude, ça pourrait être important aussi de réconcilier ces deux aspects de votre personnalité. C'est-à-dire que vous avez réussi à travers un travail, certainement, peut-être des articles, de ce que vous faites pour parler de la condition des femmes. Très bien, c'est une chose, c'est devenu comme une mission que vous êtes donnée. Il n'empêche que vous, intérieurement, vous souffrez. Je suis dans une création littéraire aussi, donc je chemine avec ça. Mais j'ai fait aussi un travail thérapeutique, un cheminement aussi avec plusieurs thérapeutes. Mais il est vrai que personne n'a réussi à me sortir de ce malaise parce que c'est quand même beaucoup plus profond. Et d'avoir compris les choses, un psychanalyste m'avait dit, vous faites votre analyse toute seule parce que je sais d'où vient mon mal. Mais comment y remédier, c'est encore autre chose. Oui, mais on sait, vous savez, j'ai envie de dire, on sait souvent, enfin, pas toujours, mais on peut savoir pourquoi on souffre et en même temps ne pas parvenir à dépasser cette souffrance. Tout à fait. Donc, ça veut, je pense que quand même, le faire avec un autre qui, à un moment, nous renvoie à certaines choses, qui nous amène aussi sur d'autres pistes, permet à un moment, porte ses fruits. Je crois que ça vaut la peine quand même d'être accompagné aussi sur ce plan-là. Parce que j'ai envie de vous dire, dans cette quête que vous avez, dans ce sentiment que vous avez d'être abandonné, au fond, par votre famille, c'est peut-être plus... Enfin, votre famille, votre mère, vos sœurs, peut-être qu'au fond, pour vos sœurs notamment, vous incarnez ce qu'elles auraient peut-être rêvé d'être, ce qu'elles auraient aimé être, ce qu'elles n'ont pas pu faire, pas eu la force de faire, pas eu la possibilité, bon, je ne sais pas. Ce qui peut créer cette distance qui vous est si douloureuse ou cette forme d'envie. Quant à votre mère, on sait bien, vous le savez bien, que des femmes qui subissent comme ça une oppression, qui vont pourtant être les premières à reproduire ce schéma, justement. Vous savez, Caroline, pour les 8 mars, j'avais repris le titre de l'ouvrage de Camille Lacoste qui avait écrit, qui est anthropologue, Mère contre femme. Non, je ne connais pas cet ouvrage-là. Un très bel ouvrage, justement, que c'est la mère qui, dans la transmission de la tradition, qui peut être destructrice parfois pour la fille. Malheureusement, oui, c'est-à-dire qu'elles-mêmes ont été opprimées et elles reproduisent ce conditionnement, cette oppression des filles et cette survalorisation des garçons qui n'est pas non plus une bonne chose, qui donne une forme d'arrogance et et donc votre mère, elle n'a pas eu la possibilité d'évoluer comme vous avez pu le faire et elle peut se sentir elle-même au fond rejetée parce que comme si vous avez échappé à un destin, quelque chose qui était tout tracé, mais comme si vous aviez échappé. Enfin, du coup, ils peuvent avoir le sentiment que vous les rejetez aussi, eux, et leurs valeurs. C'est ce qu'on me renvoie, c'est-à-dire que je les dépasse, que c'est pas le même cheminement, c'est pas la même dimension. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien pratiquement en commun, donc il y a une distance, on va la créer, cette distance. Voilà un peu comment ça se passe. Mais maintenant, Caroline, moi, c'est ce retour, là, Mais pourquoi vous y retournez finalement? Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a un événement qui fait que vous devez y retourner? Pourquoi? Au fond, vous vous imposez ça? Je l'impose quelque part, oui, psychologiquement, c'est une grande émotion, parce que je ne sais plus aujourd'hui comment voir ma mère, les autres, etc. Mais c'est une nécessité aussi parce que ça me fait un pèlerinage de repartir, d'aller m'accueillir sur la tombe du père qui était très proche, de prendre toute cette essence de cette terre dans laquelle j'ai vécu aussi, et de faire aussi... ça fait partie de mon chemin thérapeutique aussi, de faire de retour. Je comprends. Mais après, comment aborder ma mère qui est aujourd'hui très très fragile? Ma fragilité ne me permet pas d'être en proximité de la sienne. En même temps, ma mère, j'ai toujours dit, entre l'intellect et l'affect, c'est deux choses différentes. L'affect peut prendre le dessus sur l'intellect.
C'est Rousseau qui disait c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui les conduit. Donc ma mère aurait pu avoir plus de, comment dirais-je, à mon égard, plus d'affection, plus d'intérêt, de se soucier, qu'est-ce que je deviens, elle sait que j'ai des soucis de santé, ne jamais appeler, ça me blesse profondément. Mais je suis peinée. Je comprends que ça vous blesse, mais cette mère si peu tendre, si peu affectueuse, si peu vous ne la changerez pas maintenant. Et comme vous dites, maintenant elle est elle-même fragile. Ah oui. Donc, si vous êtes encore en position d'attente vis-à-vis d'elle, vous allez souffrir. Parce que maintenant, c'est là qu'un travail thérapeutique pourrait vous amener à porter un regard différent sur elle et plus voir qu'au fond, elle-même, elle est prisonnière de tout un tas de choses et qu'elle n'a pas pu faire autrement. Ça, je l'ai compris, mais après, ma mère me fait peur. Voilà. Eh oui, mais c'est de tout ça dont il faudrait parler, franchement, Nadia. Vous voyez, et reparler, et on n'en a jamais fini de parler de sa mère, souvent. Vous savez, les femmes parlent beaucoup de leur mère en thérapie. Et c'est vrai que ça peut paraître long parfois, mais c'est un sujet qui est infini. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, ça permet de prendre la distance et de voir derrière cette mère dont vous attendez tant, il y a eu aussi une fille qui elle-même a été prise dans des conditionnements, dans une oppression et qui n'a pas pu faire le cheminement que vous avez eu la chance de faire. Vous êtes donné cette chance, on est d'accord. Mais si vous voulez, c'est-à-dire être à votre tour, j'irais un peu une mère pour vous, prendre soin de vous et puis vous dire que votre mère, elle n'a pas eu cette possibilité-là et ne pas attendre d'elle. Alors je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je vous invite quand même à continuer ce travail, et d'autant plus par rapport à ce pèlerinage, je reprends votre expression, parce que c'est important que vous en parliez avant votre départ, par rapport à tout ce que vous allez engranger comme émotion une fois sur place, qu'à votre retour, vous ayez aussi un lieu pour parler de tout ça. Et vous allez voir qu'à un moment, ça va s'élaborer, ça va devenir moins douloureux. Je n'arrive pas, je dois reprendre une psychothérapie parce que j'en ai besoin, mais je suis pas stable. Je suis dans une ville où je ne supporte pas, je fais que fuir en fait, voilà. Parce que j'ai pas de lien, j'ai atterri dans cette ville il y a à peu près 1 an et j'ai quitté à chaque fois mes villes dans le but de repartir à Paris où j'ai plus où je me sens plus dynamique, plus de contact, etc. Donc tant que je suis dans cette effervescence d'instabilité intérieure et de ne pas aimer mon lieu, il est difficile d'avancer dans mon travail thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses à faire aussi pour vous occuper de vous. Oui. Vous êtes suffisamment occupé. Il y a eu un moment quelque chose qui a donné un sens à votre vie, comme une mission. Je reprends l'expression que vous avez utilisée, comme un combat. Enfin, maintenant, il est temps. Peut-être qu'il est temps de vous occuper de vous et de moins faire, c'est-à-dire de laisser un peu moins de place. C'est pas laisser tomber l'intellect, mais vous occuper de moi. Il y a des facteurs extérieurs. Oui, mais ça dépend beaucoup de vous aussi. Non, Caroline, je vous promets, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout de vraiment, vraiment. Mais le fait d'être bloqué, par exemple, repartir à Paris, c'est une ville très, très chère où je peux pas m'installer, alors que je sais que c'est là-bas où je peux trouver ma place. Donc, il y a plein de facteurs qui bloquent cet épanouissement aussi. Vous savez, votre place... le mot que vous prononcez est important parce que ça renvoie à beaucoup de choses, évidemment, cette difficulté que vous avez eue à ne pas trouver votre place au sein de votre famille. C'est aussi ce qui a été votre force à un moment, parce que vous avez pu quitter votre famille, là où vos sœurs n'ont pas pu, sont restées finalement très attachées, très dépendantes. Donc ça a aussi été un moteur. Donc il y a beaucoup de choses à interroger autour de ça. En tout cas, encore pour conclure, quelques messages qui parviennent pour vous. Il y a le valet de cœur qui dit: il y a de belles femmes, vous en êtes une, et merci d'être celle que vous êtes. Et la dame de cœur qui dit: Nadine, vous n'êtes pas seule, Nadia. Toutes les femmes libres ou en quête de liberté sont avec vous ce soir. Merci. Soyez forte de ce sentiment-là de liberté. Merci. Voilà. Là, je suis vraiment dans un état déjà émotionnel et étant très sensible aux mots des autres. C'est vrai que ça me secoue et je les remercie infiniment. Vous vous sentez d'avoir été à l'écoute. Un peu moins seule d'en avoir parlé avec nous et reprenez vraiment un travail sur vous.
Je vous embrasse. Dans la compréhension surtout. Merci Caroline, merci beaucoup. Au revoir Nadia. Au revoir. Au revoir. Des messages encore qui me parviennent pour Nadia Tal, qui dit: au lendemain de la journée de la femme, je salue le courage de cette dame et je lui souhaite de trouver l'apaisement auquel elle aspire. Il y a également un mail qui me dit: je suis très touchée par le témoignage de Nadia, j'ai vécu la même chose parce que j'ai voulu m'émanciper et fuir ce carcan. J'aimerais bien pouvoir parler avec elle hors antenne si elle le désire. Bien sûr, on pourra transmettre vos coordonnées. Un autre témoignage qui dit: votre témoignage, Nadia, me fait penser à ma maman. Comme vous, c'est la seule de sa fratrie à avoir quitté l'Algérie et il y a ce décalage qui persiste avec sa famille et elle a souffert, comme vous, de se sentir à l'écart. Il y a également Romain qui nous dit le témoignage de cette femme me bouleverse. On voit à quel point les femmes peuvent être prisonnières de schémas qu'elles reproduisent, qu'il est dur, Nadia, d'être une éclaireuse. Les héroïnes sont toujours seules, dit Romain. Voilà. Puis c'est un autre petit message de Sergio qui fait une petite pointe d'humour puisqu'on a entendu le valet de cœur et la dame de cœur s'exprimer. Il dit: alors si ces deux-là faisaient un bébé, qui serait-il? L'as de cœur peut-être. Allez, on va accueillir Hélène. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Hélène. Oui. En fait, je vous appelle parce que je suis complètement obsédée par un homme. Ah bon? Oui. Bon, vous déjà, vous le reconnaissez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, comment? Il m'obsède. Je pense sans arrêt à lui, quoi. Et alors, il est donc. Oui. Je pense que c'est de l'amour, mais en même temps, c'est tellement surprenant. Enfin, je veux dire, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, quoi. Oui, c'est intéressant déjà que vous vous posiez la question. Est-ce que finalement, il s'agit d'amour quand on est dans l'obsession? Oui, c'est une bonne question. C'est depuis longtemps. Comment vous pouvez m'en parler un peu de ça? De lui? En fait, on s'est connus en 2014. On travaille ensemble, en fait. Ah, donc vous le voyez tous les jours? Donc je le vois tous les jours. Et ça, c'est une torture parce que il faut que je prenne sur moi pour pas aller le voir et lui dire ce que je pense, quoi. Donc il ne connaît pas vos sentiments? En fait, il m'a envoyé un message pour la bonne année. Oui. Et moi, il m'a envoyé un message assez long d'ailleurs. Et moi, je lui ai répondu. Et je lui ai mis à la fin, je crois que je t'aime, parce qu'on se tutoie. Je lui ai mis, je crois que je t'aime, mais ne t'inquiète pas, parce que je me suis dit, il va s'inquiéter. Ne t'inquiète pas, ça s'arrête là. Mais en fait, ça s'arrête pas là du tout, parce que plus ça va, plus je pense à lui. Et là, je fais une insomnie d'ailleurs, parce que j'ai pas arrêté de penser ce soir-là. Et quand vous pensez à lui, vous pensez à quoi justement ce soir-là? Comment vous pourriez? Je pense à la relation qu'on a. Je pense à son comportement envers moi. Enfin, vous voyez quoi. Et est-ce que vous imaginez, vous élaborez des scénarios, vous voyez avec lui, ou vous repensez à chacune de ses paroles, à chacun de ses gestes? Oui, c'est un peu ça, oui. Alors je me suis dit tout à l'heure là, demain faut absolument que je l'invite parce qu'on habite dans le même immeuble en plus. Ah alors, bon? Oui. Ça c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Oui. On habite dans le même immeuble et donc je me suis dit je vais l'inviter à boire un café ou quelque chose et je vais lui avouer tout ce que je pense, tout ce que je rumine quoi. Mais là je sais plus trop en fait. Oui, quoi si faire. C'est une bonne idée au fond. Vous vous demandez si c'est une bonne idée. Puisque ça tourne beaucoup à la rumination. D'ailleurs, dans votre message, vous lui dites je crois que je t'aime, mais ne t'inquiète pas. C'est rare qu'on formule les choses de cette façon-là. Qu'en même temps, on exprime son amour à quelqu'un tout en lui disant de ne pas s'inquiéter. Oui, mais en même temps, il a 12 ans de moins que moi. Vous avez quel âge, vous, Hélène? Je vais avoir 42 ans. D'accord.
Et donc lui, donc il a 12 ans de moins que moi. Il a 30 ans. Ouais, c'est ça, 30 ans. Et en plus, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ah, vous êtes mariée? Oui. Vous êtes Non, je suis vous pas avez un mariée. compagnon? J'ai un compagnon, mais on vit pas ensemble en fait. D'accord, d'accord. Donc je vis seule. Donc c'est mon compagnon, mais comment je vais dire, de plutôt de, on partage pas le quotidien quoi. On préfère partager les bons moments quoi. Donc, mais est-ce que justement ça perturbe votre relation avec cet homme-là? Avec lequel vous voulez dire? Avec votre compagnon? Est-ce que ça devient difficile d'avoir une relation avec lui ou pas? Non, c'est-à-dire on est éloignés pour l'instant là parce que je suis dans le Morbihan et lui il est en Normandie. Donc pour raisons professionnelles quoi. On est un peu éloignés donc. Oui, mais c'est récent ça? Ou c'est depuis que vous vous connaissez? Ça fait 2 ans en fait. Oui, mais donc ça vous permet d'autant plus de penser à l'autre homme, à votre collègue. Oui, voilà. Mais quand vous retrouvez votre compagnon, est-ce que quand vous passez des moments avec lui, des week-ends avec lui, est-ce que l'autre homme est présent ou pas? Ah oui. Malgré tout, il reste présent. Et alors, dites-moi, vous me dites que ce collègue vous a envoyé un message de bonne année assez long, et c'est à cette occasion que vous lui avez dit « je crois que je t'aime ». Bon, à la fin du message, il y a répondu, lui? Ah non, il n'a pas répondu à ça, non. Il n'a pas donné suite, il ne vous en a pas reparlé? Et il m'a pas parlé de ce point-là en particulier, non, il m'en a pas parlé, non. Qu'est-ce que vous en déduisez alors, le fait qu'il n'en reparle pas? Il a un comportement assez bizarre parce que il est très, comment dire, très taquin avec moi. Il est souriant, un peu joueur même. Et je sais pas. Et il n'a pas changé de comportement après que vous lui ayez dit « je crois que je t'aime ». Il a eu tendance à se renfermer un petit peu, quoi. À être un peu plus distant. Oui, voilà, oui. Donc, peut-être que ça aurait pu le mettre un peu mal à l'aise, cette déclaration. Oui, peut-être, ouais. Puisque jusque-là, vous n'aviez jamais exprimé l'effet qu'il produisait, quoi, sur vous, qu'est-ce qui vous inspirait? Je lui ai pas dit ça, non, que je l'avais tout le temps à l'esprit, je lui ai pas dit ça, non. Non. Finalement, vous habitez dans le même immeuble, vous travaillez ensemble, vous ne vous êtes jamais vus en dehors du travail? Je suis allée une fois chez lui, mais à l'époque, j'étais pas comme je suis maintenant, quoi. J'étais beaucoup plus zen, j'avais plus de sang-froid, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait basculer, qui fait que ça tourne à l'obsession? Est-ce qu'il s'est produit quelque chose, même un événement minime ou une parole ou un geste ou une attitude qui a provoqué ça? Tout son comportement avec moi, jusqu'à ce que je lui dise que je crois que je l'aime, quoi. Il semblait vouloir se rapprocher de moi, être un peu pas câlin, mais un peu comment dire, tendre. Vous voyez quoi. Oui, vous aviez, vous, le sentiment à ce moment-là qu'au fond, il pouvait lui aussi éprouver des sentiments pour vous. Oui, voilà, oui. Mais du coup, maintenant qu'il est plus distant, j'hésite, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez alors, justement, maintenant qu'il est plus distant? Qu'est-ce que vous ressentez pour lui? Encore plus de tiraillement, parce que je veux dire, moi, c'est monté crescendo, quoi. Le fait que je pense à lui, ça s'est pas amélioré, quoi. Ça a empiré, donc maintenant, je sais plus trop d'où j'en suis, quoi. Mais
Donc vous pensez à lui, mais est-ce qu'il vous arrive de ressentir un peu d'avoir un peu de ressentiment, de colère par rapport justement à la distance? Non, pas du tout. Non. Vous espérez quelque chose de lui? Au fond de moi, certainement, mais ma raison me fait dire que la différence d'âge et tout, puis le fait que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Et lui? Il a quelqu'un dans sa vie? Ah non, il a personne, non. D'accord. Mais au fond, vous n'avez rien tenté véritablement avec lui, à part ce SMS où vous lui dites je crois que je t'aime. Ouvertement, non, j'ai rien. Pourquoi? Parce que la différence d'âge, j'ai envie de vous dire, c'est pas énorme. Oui, mais en fait, je me sens pas digne de lui, en fait. C'est ça le problème aussi, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Physiquement, parce qu'il est très beau. Enfin, pour moi, je le trouve très beau. Et physiquement, moi, je me trouve pas à la hauteur, donc je me dis, de toute façon, je vais pas lui plaire. Vous aviez ce sentiment auparavant de difficulté par rapport à vous-même, à votre physique, là, j'ai pris du poids parce que je prends un traitement, je prends des neuroleptiques, des antidépresseurs et tout, et j'ai pris du poids à cause de ça. Donc, j'ai pas pris non plus 30 kilos, hein, mais j'ai bien pris entre 10 et 15 kilos. Donc je complexe un peu avec mon poids, quoi. Et ces neuroleptiques vous ont été prescrits donc par un psychiatre? Oui. D'accord, parce que vous avez déclenché à un moment des troubles. C'est bien antécédent à tout ça. C'est des tocs que j'ai depuis l'adolescence. D'accord. Ouais. Oui, donc un peu déjà là aussi des formes d'obsession. Oui, voilà, c'est ça. D'autres formes d'obsession. Oui, bien sûr. Oui, d'autres formes, mais ça vient se greffer. C'est peut-être ça aussi, finalement. Ça vous inquiète un peu d'être aussi obsédé par cet homme? Oui, c'est possible, oui. Parce que quand vous répondez dans le message, vous lui dites je crois que je t'aime, mais ne t'inquiète pas. C'est comme si c'était un peu vous que vous cherchiez à rassurer, peut-être au fond. C'est possible, ouais. Vous en avez parlé à quelqu'un de votre entourage, non, à personne, non. Pourquoi? Parce que c'est un peu honteux pour vous? C'est quelque chose que vous vivez difficilement, justement, du fait de ne pas vous sentir à la hauteur, pas digne de l'attention que pourrait vous porter cet homme? Non, je n'ai pas de problème avec ça, mais simplement j'ai envie de garder ça pour moi, quoi. Oui, mais en même temps, vous m'appelez ce soir pour en parler. C'est bien. Oui, mais vous, c'est spécial. C'est-à-dire que oui, on ne se voit pas, je fais pas partie de votre vie, donc évidemment, ça peut rester votre secret, néanmoins. Ouais. Vous allez reprendre demain le cours de votre vie et vous pouvez avoir le sentiment de ne pas en avoir parlé. Oui. Mais je pense pourtant que ça serait important que vous puissiez vous confier par rapport à ça, pour que ça ne devienne pas trop envahissant. Oui. Oui, mais je veux pas... Non, je dis pas vous confier, évidemment, vous n'allez pas en parler comme ça à n'importe qui, mais dans le cadre de ce médecin qui vous a prescrit à un moment ces antidépresseurs, ces neuroleptiques, vous le revoyez? Ou il fait juste une prescription? Oui. Non, je le vois de temps en temps, oui, c'est vrai. Il vous renouvelle des ordonnances? Oui. Mais est-ce qu'avec lui, vous pouvez, enfin, bien sûr, il vous renouvelle vos ordonnances, il vous demande comment vous allez, mais est-ce que vous pouvez parler un peu, vous confier à lui? Je me vois pas trop, non, pas trop, quoi. Et à côté de ça, vous n'avez pas de suivi psychologique? Il y a pas quelqu'un à qui? Non. Parce que je pense que ça serait important, si vous ne pouvez pas le faire avec vous pouvez dire en tout cas, s'il vous demande comment ça va, qu'il y a quelque chose qui reprend, une obsession, mais sous une autre forme. Mm-hmm.
Ouais. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est lié un peu à votre personnalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut finir par devenir un peu perturbant pour vous. Oui, oui. Je ne sais pas si vous ressentez, enfin un peu comme ça, là vous me parlez d'une insomnie, mais un peu trop envahissant. Vous voyez, comme des tocs au fond. Hein, vous savez bien qu'il y a quelque chose ou que c'est absurde, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ces rituels-là. Oui. Là, dans l'obsession, vous pouvez avoir, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de vous, c'est ça, qui pense que vous êtes indigne de ça, que ça ne va pas. Ce qui explique d'ailleurs que vous n'ayez rien tenté vis-à-vis de cet homme. Que tout se passe en vous, dans votre tête, et à un moment, ça peut devenir un peu trop, enfin, source d'anxiété. Oui. Oui, c'est vrai, oui. Oui, ça peut devenir, à force de, ça peut prendre trop de champ, trop de place. Et le fait d'en parler, comme vous le faites avec moi, pourrait ramener les choses un peu à une juste mesure et que vous vous sentiez un peu moins anxieuse, un peu moins oppressée, un peu moins envahie en fait. Ouais. Mais parce que faudrait peut-être que j'évacue aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous entendez par évacuer ? Eh ben lui dire carrément ce que j'éprouve et puis voilà quoi. Oui, mais il y a des raisons, je pense, au fait que vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Parce que vous dites vous-même, vous vouliez le voir, avoir une discussion avec lui, mais vous me parlez de rumination. Et oui, mais justement, si j'évacue, peut-être qu'après ça ira beaucoup mieux et que je serai beaucoup moins obsédée, quoi. Ben, je vous rejoins. Il y a des choses dont il faut parler, mais je suis pas sûre que ça soit à lui qu'il faille en parler. Parce que tel que vous lui livreriez les choses, peut-être, justement par rapport à ses ruminations, à ses obsessions, ça peut être plus angoissant que plaisant. Oui, d'accord. C'est une chose de dire à quelqu'un qu'on ressent du désir pour lui ou des sentiments, c'en est une autre de dire qu'on est obsédé par lui. Ça peut faire peur. Vous voyez ? Oui. Donc, quand vous parlez d'évacuer, oui, il y a quelque chose, c'est-à-dire de plus vous allez garder ça pour vous, plus ça va prendre de l'ampleur et plus ça va devenir très obsessionnel. Le fait de pouvoir en parler à quelqu'un va vous permettre d'être moins oppressé par ça. De trouver, comme vous dites avant, vous croisiez, ce collègue, vous arriviez à gérer, à faire face. Et puis il s'est passé quelque chose, peut-être d'infime au fond, mais qui a fait que tout d'un coup ça prend une ampleur terrible. Il y a aussi votre compagnon qui n'est pas à vos côtés. Il y a du vide peut-être, un manque dans votre vie que cet homme vient combler d'une certaine façon. Alors tant qu'on joue avec son imaginaire et avec son désir, après tout on fait de mal à personne. Ça peut même nous faire du bien. Le problème c'est quand ça devient un peu envahissant, au point d'en faire des insomnies, au point que ça occupe, au fond, que ça parasite presque la pensée. Ouais. Et c'est là où... C'est ce que j'ai ressenti là ce soir. Je me sentais paralysée, quoi. Un peu oppressée. Pas moyen de fermer l'œil. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez éprouvé le besoin de m'appeler. Oui, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que ça pourrait être bien d'en parler. Et même quand vous verrez votre psychiatre, vous pouvez lui dire, en ce moment, il y a une petite chose qui me préoccupe. Je me sens un peu obsédée par une relation, un collègue. Vous voyez, ça peut permettre si lui, ou soit il peut à ce moment-là vous voir, permettre d'en parler avec lui, ou vous donner les coordonnées de quelqu'un avec qui vous pourrez avoir quelques séances, de façon à pas que ça prenne trop d'ampleur. D'accord. Donc, pour le moment, ça ne veut pas dire qu'un jour vous ne pourrez pas en parler à ce collègue, mais pour le moment, c'est un peu trop source d'inquiétude pour vous pour que ça puisse être, à mon avis, bien reçu par lui. Oui. D'accord ? D'accord, oui. Vous avez raison, oui, c'est important d'en parler. Mais pas forcément à cet homme, d'autant que vous travaillez avec lui.
et que ça peut créer des complications dans votre quotidien. Ça peut devenir un problème supplémentaire. Oui, c'est vrai, ouais. Ça serait quelqu'un que vous croisez, qui est un voisin ou quelqu'un... Enfin, alors, c'est votre voisin en plus, il habite dans votre immeuble, c'est aussi au travail. Vous voyez, ça serait quelqu'un que vous auriez croisé dans une soirée chez des amis, que vous n'êtes pas amené à côtoyer tous les jours. Bon, pourquoi pas. Là, c'est vraiment quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, avec qui vous travaillez. Et il faudrait pas que ça vous cause, que ça soit source de problèmes aussi dans votre travail. Parce que là, ça peut faire boule de neige. C'est pour ça que je pense, dans un premier temps, parlez-en un peu à l'extérieur, comme vous le faites avec moi d'ailleurs. D'accord. Voilà. Ouais. Bon. Vous allez voir, le fait de parler de ces obsessions, ça permet un peu d'être moins obsédé. Ah oui, vous croyez ? Oui. C'est pas que je crois, c'est oui, j'en suis convaincue, j'en suis sûre. Bon, j'espère déjà là que vous allez pouvoir vous rendormir tranquillement et passer une nuit paisible. D'accord, oui, merci. Merci Hélène de votre appel. Merci. Au revoir. Un petit message de Tal pour Hélène qui lui recommande aussi la prudence, qui dit attention de ne pas vous brûler les ailes. Peut-être devriez-vous laisser votre collègue se rapprocher et se déclarer à vous. Gardez confiance et belle nuit à vous. Bonsoir Zora. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été très touchée, je crois, par le témoignage de Nadia, qui nous parlait de sa famille et de son sentiment de grande solitude. Ça a réveillé beaucoup de souvenirs très douloureux en fait. Autant il y avait eu beaucoup de bonheur au début, autant par la suite ça s'est très très mal passé en fait. Vous vous êtes retrouvés un peu, alors malheureusement il est minuit 54, bientôt 55, alors en 5 minutes, comment faire un concentré, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Nadia qui est peut-être encore à l'écoute, parce que c'est vrai qu'elle a suscité de très nombreuses réactions, elle a beaucoup ému les auditeurs et auditrices. Absolument, moi-même aussi d'ailleurs, parce que c'est triste de pouvoir dire aux gens qui nous entourent, aux amis qu'on rencontre, aux gens que l'on rencontre, qu'on a une famille, mais qu'on n'en fait plus partie. Parce qu'on nous dit qu'on ne fait plus partie de cette famille. On a outrepassé notre statut de sœur, de fille, de petite fille, et qu'on a jeté le déshonneur sur la famille, donc on ne fait plus partie de cette famille-là. Et même si on leur prouve que on est parti pour pouvoir se réaliser, parce que même si on est une fille, on a quand même des envies, on veut pas seulement se retrouver mariée avec 10 enfants, qu'on veut aussi construire une vie professionnelle, une vie familiale. Et même si on leur prouve, en les invitant chez soi, que voilà pourquoi je suis partie, voilà le chemin que j'ai parcouru, la solitude dans laquelle je me suis retrouvée, sans votre regard, sans votre soutien, avec le regard des étrangers, avec le soutien de personnes qui ne sont pas de ma famille, que je n'ai rencontrées qu'à un moment donné de ma vie, et qui m'ont soutenue et qui m'ont encouragée dans ce chemin. Et même avec ça, Caroline, je n'ai pas réussi. Vous n'avez pas réussi à quoi ? À retrouver votre place ? Pardon ? Vous n'avez pas réussi par rapport à votre famille à quoi ? À exister à leurs yeux. Mais est-ce que vous parvenez à exister, vous ? Est-ce que vous êtes parvenu à avoir un sentiment d'exister, vous, déjà ? Caroline, oui. Ça, c'est très important, déjà. Absolument, absolument. Et en fait, j'ai toujours eu cette capacité, et je croise les doigts, pouvoir continuer à l'avoir. Je vais fêter mes 60 ans bientôt. Oui. Absolument, oui. Et je suis partie, j'avais 21 ans. Et oui, j'existe et je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Et j'ai plein de petites choses qui se sont, je ne peignais jamais, je me suis mise à peindre. Je ne chantais pas, je me suis mise à chanter. Plein de choses artistiques que je n'avais absolument pas avant, qui au fur et à mesure des ans
m'ont habité, m'ont fait vivre, et puis ma profession. Une rencontre avec un homme merveilleux, 2 enfants hors mariage, on s'est mariés après, et personne n'est venu, ni à mon mariage, ni à la naissance de mes enfants. Oui, on sent bien qu'il y a aussi là une solitude à payer, hein. Mais en même temps, vous avez réussi à créer votre vie. Ah, mais complètement. Et on le voit, Nadia nous en parlait aussi. Il y avait cette dimension de la création à travers quelque chose d'une œuvre littéraire. Enfin, on sentait qu'elle écrivait à propos de ça. C'est pas rien, peindre, chanter. Enfin, vous avez trouvé aussi une façon d'exister en créant. Bon. Ben oui, mais c'est-à-dire refaire ressortir de moi tout ce qu'on a. Enfin, tout ce qu'on a, on a mis une chape de plomb au-dessus de ma tête et on m'a dit tu n'iras pas plus loin que ça. Enfin, oui, mais c'est ce qui est fait que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Enfin, ça a été aussi un moteur pour vous, une force. Absolument, oui, mais c'est vrai en plus. En plus, c'est vrai parce qu'à chaque fois que je me suis retrouvée dans des situations pas très, bon, voilà, les circonstances de la vie font que. Je sais pas, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une petite voix qui me disait « Oh là, ce chemin-là, il te mènera pas très loin. » Voilà. Je réfléchissais beaucoup plus. Et je me protégeais aussi un petit peu, de manière à ne pas leur faire ce plaisir quelque part, au cas où ils sachent ce qui m'arrive en mal, ou parce que le bien, de toute façon, ils le considéraient même pas. On t'avait dit, voilà, tu l'as cherché, c'est ce chemin-là que tu as choisi. Il est mauvais. Si tu étais resté avec nous, dis ça ne te serait pas arrivé. Oui, certes, mais justement, vous êtes sorti du destin qui était tout tracé pour vous. Et c'est pas rien d'arriver à créer sa vie, là où d'autres ne sont que dans la répétition. Ouais. Vous avez fait... je ne sais pas comment j'ai fait. Il vous a fallu, il y a cette force, c'est aussi ce qui vous a donné cette force. Ouais, vraiment. Ouais. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, j'aurais aimé parler davantage avec vous, ma chère Zora, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci pour ces beaux témoignages, en tout cas ce soir. Je vous embrasse. Au revoir, Caroline. Belle nuit à vous. Il est maintenant 1h du matin sur Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini.